Alors, bienvenue dans ce webinaire qui aujourd'hui va vous donner des informations au niveau de la politique d'évaluation des conducteurs de véhicules lourds de la SAAC et aussi des principes de la Commission des transports du Québec. C'est Pierre-Olivier Ménard-Dumas ainsi que sa collègue Sarah Routier qui vont animer cette formation. Alors, bienvenue à tous. Et si vous avez des questions, vous pourrez les poser tout au long de ce webinaire-là. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être participants et de participer en grand nombre. Bien, écoute, merci beaucoup, Benoît. Merci de participer avec nous aujourd'hui. On est bien content d'être là. Je le sais que la semaine d'appréciation du camionnage, des camionneurs est terminée. On est quelques jours après la fin de la semaine. Par contre, comme je disais à certains, on devrait être reconnaissant à l'année longue du travail que font les camionneurs. Si vous n'étiez pas là, les filles et les gars sur la route, dans la neige, dans la pluie, le jour de Noël, souvent le jour de votre fête, durant les vacances, les autres, on aurait bien de la misère à faire notre petit train-train quotidien. Donc, c'est pas grand-chose aujourd'hui, mais c'est notre manière à nous autres, au cabinet d'avocats Steinmona, de vous remercier. Aujourd'hui, on va vous parler de la politique d'évaluation des conducteurs. Je suis accompagné de Sarah Routier, qui est une avocate qui travaille dans l'équipe transport chez Steinmona. Bonjour. Et le but, c'est de vous démystifier un peu, c'est de vous démystifier qu'est-ce que la politique d'évaluation de la SAC, votre fameux dossier professionnel, c'est quoi les points d'inaptitude, les points professionnels. Vous entendez beaucoup de choses, les policiers qui disent que ça n'a pas de pointe à l'infraction, alors que dans la réalité, il y en a avec la SAC puis auprès de la Commission des transports. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Tout au long de la présentation, je vous invite à poser les questions dans la fenêtre de discussion. On va prendre le temps de répondre au plus grand nombre de questions possibles. S'il y a quoi que ce soit après la présentation, si vous voulez en parler de vive voix, n'hésitez pas, là, vous avez nos numéros de téléphone, appelez-nous, on va prendre le temps, il n'y aura pas de facturation. On va prendre le temps de jaser avec vous. Ça nous fait bien plaisir. Steinmona, c'est quoi? C'est un cabinet d'avocats qui est présent au Québec depuis fin des années 50. On fait du transport de surface, du transport routier de manière très intensive. On représente une très, très grande quantité de transporteurs au Québec. Le top 25 des flottes du Québec vient de sortir là, dans le magazine Transport routier. Je suis fier de dire qu'on représente 8 des 25 dans le top. On est très, très fiers de ça. On représente des plus petits, on représente des plus gros, puis on représente beaucoup de chauffeurs parce que la réalité, c'est que la principale ressource des entreprises de transport, c'est aussi les conducteurs. Donc, on travaille quotidiennement avec des conducteurs. On va à la commission avec des conducteurs quand c'est de besoin. Puis quand on y va, c'est en vertu de la politique d'évaluation. Les entreprises ont la politique qu'on va dire verte. C'est la politique du dossier PEVL. Donc, quand votre employeur vous parle de son dossier d'entreprise, c'est la politique verte. Depuis quelques années, le gouvernement du Québec, depuis 2006, mais réalistement, là, c'est vraiment depuis 2014, le gouvernement du Québec a adopté la politique bleue. La politique bleue, c'est la politique d'évaluation des conducteurs de véhicules lourds. Puis, c'est en vertu de cette politique-là que vous avez un dossier PEVL, l'équivalent d'un dossier PEVL, mais pour vous. Donc, c'est ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Votre dossier de conducteur de véhicules lourds, c'est quoi? Donc, Sarah, ce dossier-là, il s'applique à qui? Ce dossier-là, c'est un dossier qui va s'appliquer aux conducteurs de véhicules lourds dans l'exercice de vos fonctions. C'est-à-dire, si vous conduisez votre véhicule personnel et que vous avez, par exemple, une infraction de feu rouge, étant donné que vous n'étiez pas dans l'exercice de vos fonctions, l'infraction n'apparaîtra pas à votre dossier professionnel. La SAC, dans le cadre de la politique d'évaluation des conducteurs de véhicules lourds, ne va pas considérer ce genre d'événement. C'est la même chose si vous êtes au volant de votre véhicule lourd, toutefois vous l'utilisez pour des fins personnelles. À ce moment-là, si vous avez une infraction également alors que vous êtes en utilisation personnelle, la SAC ne devrait pas considérer l'événement.
Parfois, il y a des demandes de correction qui doivent être faites parce que la SAC n'est pas toujours au courant que vous êtes en utilisation personnelle, mais c'est bien important. C'est dans le cadre de l'exercice de vos fonctions que les infractions et les accidents seront mis à votre dossier professionnel. Donc, si quelqu'un, exemple, a une infraction avec un véhicule, ça sera après les heures de travail, même si c'est avec un véhicule de compagnie, est-ce que ça va apparaître dans son dossier professionnel? Non, ça n'apparaîtra pas dans son dossier professionnel. Peut-être que ça va apparaître, mais il va falloir faire une demande de correction. Exactement. Ça, c'est bien important parce qu'il y a une grosse différence à faire entre votre dossier personnel de conduite, le fameux 15 points, puis votre dossier professionnel. Ce n'est pas les mêmes points. Une infraction n'a pas la même conséquence dans les deux dossiers. Le dossier de la SAC vise tout ce qui se passe au Canada, donc ce qui se passe aux États-Unis n'a pas d'impact là-dessus. Puis, pour que ça soit capté dans votre dossier de conduite professionnelle, il faut que vous ayez votre permis de conduire du Québec, puis il faut que vous soyez au volant d'un véhicule lourd immatriculé par le Québec. Si, exemple, vous circulez dans un véhicule camion plaqué en Ontario, la SAC n'est pas capable de capter ces informations-là. Donc, la portée, votre dossier, il est personnel à vous. Même si vous travaillez pour deux entreprises, vous travaillez à temps plein pour quelque part, puis des fois vous faites quelques heures dans une autre entreprise, ce qui est important, c'est que c'est lié à votre dossier de conduite, à votre permis de conduire. Ce n'est pas lié avec votre employeur. Donc, si vous travaillez un an à un endroit, puis vous changez d'emploi après, votre historique qui est attaché à votre permis de conduire va vous suivre parce que c'est votre permis de conduire. Ça reste combien de temps, Sarah, dans le dossier les infractions puis les accidents? Les accidents vont rester 2 ans de la date de la survenance de l'événement. Coupable ou pas? Infraction et accident, c'est coupable ou pas. Du moment qu'un policier ou un contrôleur routier va vous émettre soit un constat d'infraction ou ce qu'on appelle un rapport d'infraction générale, c'est quand vous allez recevoir par la suite un constat d'infraction par la poste. Du moment que l'événement a eu lieu, c'est à la date de l'événement que ça apparaît dans votre dossier pour une durée de 2 ans. À moins qu'on réussisse à le faire acquitter ou que le constat est annulé. Exactement. Là, l'événement va être retiré de votre dossier. C'est une distinction qui est importante à faire avec les points d'inaptitude. Les points d'inaptitude vont apparaître au moment de la déclaration de culpabilité, alors que les événements avec des points professionnels vont à partir de la date de l'événement. Il se passe quoi, Sarah, avec les événements d'alcool? Les événements d'alcool vont rester pour une durée de 10 ans dans le dossier. Leur valeur en fait, l'événement va être considéré pendant 2 ans par la SAC. Toutefois, on va avoir une trace visuelle de l'événement pendant 10 ans. Pour qu'on se comprenne bien, là, tout le monde, un événement d'alcool dans le dossier d'un conducteur de véhicule lourd, c'est à toute fin pratique au même niveau qu'un accident mortel. On va traîner la trace dans le dossier pendant 10 ans. Il va y avoir, puis je vais vous en parler un peu plus tard tantôt, il va y avoir une convocation à la commission des transports. Il faut qu'il y ait une tolérance 0,000 relativement à l'alcool au volant. Et bientôt, dans un petit peu plus qu'un mois, avec le cannabis. Benoît pose la question en ligne. C'est une bonne question, Benoît. Sais-tu, Benoît, je vais te donner du son, Benoît. Un animateur de radio qui n'a pas de son, c'est comme un avocat qui n'a pas de cravate. Alors, Benoît posait la question, qu'est-ce qu'il en va être pour le POT? On ne le sait pas encore, Benoît, parce que la politique d'évaluation n'est pas encore mise à jour. Par contre, c'est évident là, que ça va être un événement comme l'alcool. Le Code de la sécurité routière prévoit déjà que les conducteurs de véhicules lourds, c'est tolérance. En fait, tous les conducteurs de véhicules, peu importe qu'ils soient lourds ou non, c'est tolérance 0 là, avec le POT. Mais est-ce que c'est prévu dans la loi qu'un camionneur qui serait pris en flagrant délit d'avoir consommé du pot et qui arrive sur ses heures de travail pourrait être sanctionné au même titre que d'avoir consommé la boisson? Dans le fond, dans le cas de la sécurité routière, en ce moment, ça dit que c'est tolérance 0. La SAC n'a pas encore mis à jour ses politiques. Moi, je pense que ce qui va arriver, c'est qu'ils vont dire que c'est le même impact qu'un événement d'alcool. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire. Puis, je peux déjà te dire que la commission des transports va dire que c'est tout aussi grave l'un que l'autre, parce que ce qui est important, c'est pas de savoir qu'est-ce que la personne a consommé. Ce
qui est important, c'est de savoir que la personne est capable de faire son travail de manière sécuritaire pour ne pas mettre sa sécurité en danger et celle des autres usagers de la route. Les conducteurs, dans le fond, les conducteurs sur la route, là, il y en a des pas bons, mais la vaste majorité des camionneurs, c'est des gens professionnels qui sont des bien meilleurs conducteurs que moi, par ailleurs. Je ne dirais pas toi, Benoît, parce que je sais que tu as ta lanceur, mais c'est une tolérance zéro. Puis je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de tolérance, même si on dit tolérance zéro, il n'y aura pas beaucoup de tolérance là, de la part de la Commission des transports. Merci. Qu'est-ce qui va dans le dossier? Tantôt, je vous mentionnais, il faut faire vraiment, vraiment attention, là, puis oublier tout ce que vous savez à propos des points d'inaptitude aujourd'hui. Je vous donne l'exemple d'un feu jaune. Des fois, les policiers sont gentils, puis ils vont vous dire, ah, regarde, je le sais que c'est tough d'arrêter à 53 pieds sur une lumière jaune ou sur une lumière rouge. Je vais te donner une chance. Je te donnerai pas la lumière rouge qui a 3 points d'inaptitude. Puis à la place, il vous donne une lumière jaune. Et il dit que ça n'a pas de point. Puis le policier vous dit que ça n'a pas de point. Puis là, vous êtes bien content, puis vous allez payer ça. Ben, c'est pas vrai. Les policiers sont pas au courant de la politique d'évaluation, sont juste au courant des points d'inaptitude. Puis c'est vrai qu'un feu jaune, ça n'a pas de point d'inaptitude, mais dans la politique d'évaluation, aux yeux de la Commission des transports du Québec, un feu jaune, c'est comme un feu rouge, au niveau de la dangerosité de faire un accident. Fait qu'il faut faire bien attention à ça. Puis si vous avez des questions, ou si vous n'êtes pas sûr, le document de la politique d'évaluation, je vais vous envoyer le lien à tous ceux qui sont inscrits là après pour que vous ayez le lien. C'est gratuit, c'est sur Internet. Vous avez à la fin la liste de toutes les infractions puis leur pondération. Il faut se fier à ce que le gouvernement dit dans ce document-là pour savoir c'est quoi l'impact. Qu'est-ce qu'il y a dans votre dossier? Bien, le dossier, les points d'inaptitude, ça c'est 15 points. Comment ça se déroule, Sarah, dans le dossier professionnel, les différents seuils qu'on a? Votre dossier professionnel est séparé en 3 catégories. Il y a la première section qu'on appelle sécurité des opérations. Dans cette section-là, c'est tout ce qui est fiche journalière, ne pas avoir rempli sa ronde de sécurité, les feux rouges, les stops, les excès de vitesse. Ce genre d'infraction-là qui a rapport au comportement du conducteur derrière le volant, ça se retrouve à la section sécurité des opérations et il y a 12 points qui peut être... En fait, il ne faut pas atteindre le 12 points dans cette section-là. Ensuite, il y a la section qui est les accidents. Les accidents, c'est tout accident. On va en parler un petit peu plus tard, quels sont les critères. Mais si vous faites un accident, soit avec blessé ou avec dommages matériels seulement, ça va apparaître dans cette section-là. Et c'est 9 points maximum que vous pouvez atteindre. La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle la section globale. Global, c'est 14 points et c'est la somme, en fait, des points que vous avez accumulés dans votre section sécurité des opérations et accidents. Puis il faut noter quelque chose d'important. On a 12 points opérations, on a 9 points accidents, mais le total, c'est pas 21 points au global, c'est 14 points. Ça veut dire que la commission considère que vous ne devez pas avoir atteint 100% d'un seuil ou l'autre pour vous convoquer à global. Si elle se rend compte que vous avez un problème un petit peu au niveau des accidents et un petit peu au niveau des opérations qui fait en sorte que votre global est élevé, elle va vous convoquer. Merci, Sarah. Bon, donc, ça, c'est ce qui va dans votre dossier. Oups, j'ai sauté une étape. La pondération, bon, au niveau des infractions, ça va varier. La vaste majorité des infractions, c'est 1, 2 ou 3 points. OK? Je donne par exemple là, une infraction de 11 km à 20 km de la limite de vitesse, c'est 1 point. 21 et 30 de la limite de vitesse, c'est 2 points. 31 à 40, c'est 3 points. Puis si on arrive plus haut que ça, c'est un événement critique. Okay? Il y a certains événements, honnêtement, je ne sais pas Sarah si tu en as déjà vu, pour les chauffeurs, c'est vraiment, vraiment rare. À 4 points ou à 5 points. C'est rare que ça arrive, ça. Les infractions du code criminel. Oui, les infractions du code criminel, c'est vrai, tu as raison, sont là. Sinon, ce qu'on va voir dans les grosses infractions à 4 ou à 5 points, c'est les histoires de permis spécial, longueur, hauteur, charge excessive. Je ne vous parle pas de 32 kilos de surcharge dans le dégel, là. Mais un 5 points, là, ça serait, par exemple, plus de 20% de la masse totale en charge indiquée sur le permis spécial sur un chemin public. Des trucs comme ça. Donc ça peut faire très, très mal. Par contre, ce qu'on voit le plus souvent, les infractions de conducteurs, c'est des infractions à 3 points. Des lumières, des stops, c'est ça les infractions les plus courantes.
il y a certaines infractions qui sont à 3 points, qui sont considérées comme des infractions graves. Un excès de vitesse de 31 km à l'heure, un délit de fuite, une action imprudente, pas s'arrêter un passage à niveau, pas respecter les feux d'un autobus scolaire. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo qui circule en ce moment sur les médias sociaux de Bus Patrol. Ils ont filmé des autobus scolaires qui déploient leurs panneaux, puis le monde n'arrête pas. Moi, j'ai des petits-enfants qui prennent l'autobus. Je peux vous dire, ça m'a gelé le sang de voir ça. C'est indécent de voir les camions qui n'arrêtent pas. Puis, je dis pas qu'ils sont tous coupables, je dis pas qu'il n'y avait pas une bonne raison de ne pas s'arrêter, là, mais au grand nombre de gens, là, je peux pas croire que tout le monde était pris pour pas s'arrêter. Il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Puis, surtout sur l'île de Montréal, il y a un policier en particulier qui est le champion des feux intermittents d'autobus scolaires. Puis s'il faut que vous manquiez votre shot puis que vous passez sur un autobus scolaire, il n'y aura pas de pitié beaucoup pour vous, là. Fait que ça, c'est les infractions graves. Je peux vous dire que une compagnie de transport qui voit ça trouve ça stressant de voir ces infractions-là. C'est des infractions qui sont graves. Il y a aussi des infractions qu'on va dire critiques. Ça, c'est vous allez recevoir un avis de la SAC qui va dire peut-être que ton dossier va être transféré à la commission des transports, dépendamment du type d'événement critique. On pense à, exemple, 41 km à l'heure de la vitesse. Ça, c'est un événement critique. Aller dans le tunnel avec la matière dangereuse, ça, c'est un événement critique. Avoir un excédent de plus de 2,5 mètres à l'arrière ou sur les côtés des véhicules. Ça, c'est des éléments qui sont critiques. Puis ça, ce que ça fait essentiellement, c'est que tantôt, on vous disait qu'il ne faut pas atteindre les seuils dans votre dossier. Bien là, si vous avez un événement critique comme ça, c'est comme si ça vous donnait une pénalité de 25% direct aux opérations dans votre dossier. Puis si, par ailleurs, c'est un événement qui est de l'alcool au volant ou un mort, mais ça, c'est directement à la commission des transports. Puis pour faire une petite différence entre une infraction grave et une infraction critique, une infraction grave, ça va être pondéré. La réelle conséquence à ça, vous allez recevoir une lettre de la SAC vous informant qu'il y a une infraction grave qui a été ajoutée à votre dossier. Il n'y a pas d'implication de transfert à la commission des transports à moins que vous atteigniez un seuil, en comparaison à l'infraction critique qui, elle, par elle-même, peut vous envoyer à la commission des transports. Fait que l'infraction grave, c'est juste la SAC vous avertit qu'elle considère que c'est grave, mais ce n'est pas un événement critique qui pourrait, par elle-même, vous envoyer à la commission des transports. Et si vous avez, exemple, un seuil qui arrive à 50%, vous allez recevoir une lettre de la SAC qui va dire « Hey, fais attention ». Si vous arrivez à 75%, vous allez avoir une autre lettre qui va dire « Hey, fais attention, là, tu es à 75%, tu es à risque d'être transféré à la commission des transports ». Cependant, si il y a une infraction grave dans votre dossier, vous allez recevoir une lettre, mais l'exploitant du véhicule va aussi en recevoir une. Fait que l'employeur va le savoir automatiquement. C'est la même chose pour les événements critiques. C'est quoi les fameuses infractions qui rentrent dans le dossier? Bon, il y a les infractions que vous allez avoir sur la route par le contrôle routier, par les policiers municipaux, par la Sûreté du Québec. Ça arrive, cependant, des fois qu'il y a, comme tantôt Sarah parlait, du rapport d'infraction générale. Ça, c'est quand le policier, surtout les gens de la SQ puis du contrôle routier, vous envoie le constat d'infraction par la poste. Puis ça, au Québec, on a jusqu'à 1 an pour vous envoyer le constat d'infraction par la poste. Puis si c'est plus qu'1 an, ben là, ils n'ont pas le droit. Puis si c'est en dedans d'1 an, ben ils ont le droit de le faire. Les policiers municipaux font rarement ça. C'est surtout contrôle routier et la SQ. Et on a déjà vu des fois des tendances où les contrôleurs routiers se mettaient à envoyer beaucoup de rapports d'infractions généraux et puis beaucoup d'infractions. Puis là, tout le monde, exemple, dans le dégel, des fois, ça va vite. Fait qu'ils n'ont pas le temps de faire les constats, ils prennent ça en note puis ils vous envoient le constat d'infraction par après. Dans les accidents, il y a essentiellement, Sarah, on peut diviser ça en dommages matériels puis blessures. Oui, exact. Parle-nous de ça un peu, voir c'est quoi la variation. Pourquoi il y a des accidents à 1 point puis à 2 points? Les accidents à 1 et 2 points, c'est ce qu'on appelle les accidents avec dommages matériels seulement. Et pourquoi il y en a certains qui vont être à 1 point et d'autres à 2 points, c'est que ça dépend de la zone dans laquelle on a eu l'accident. Je pense particulièrement à la zone... il y a l'île de Montréal. L'île de Montréal, Longueuil, Laval n'est pas là aussi? Oui, Laval. Laval. Tout le réseau exclusif de remorquage dans la région de Montréal.
et la Ville de Québec. Dans le fond, la SAC a considéré qu'étant donné que la circulation était plus dense dans ces zones-là, on ne pouvait pas attribuer la même pondération à un accident, par exemple, qui pourrait arriver à Bécomo. Alors, si c'est à Bécomo, c'est 1 point si c'est seulement des dommages matériels. C'est 2 points à Bécomo. 2 points Bécomo, puis 1 point, dans les zones où est-ce qu'il y a plus de circulation. Il faut que vous surveillez votre dossier pour vous assurer qu'ils mettent le bon point. Puis comment qu'on le sait? Ben, pour qu'un accident avec dommages matériels soit dans le dossier, ça prend 3 choses. Ça prend un rapport d'accident par la police, ça prend plus de 2000 $ en dommages, ça prend un remorquage. S'il manque un de ces 3 événements-là, ça n'apparaît pas dans votre dossier. Okay? Donc, un constat à l'amiable, c'est la meilleure manière qu'un accident du dommage matériel seulement n'apparaisse pas dans votre dossier. Puis, avec le remorquage, ben, il y a toujours le lieu de l'accident. Fait qu'on, si vous voyez sur le rapport que vous avez été remorqué à tel endroit, ben, on peut parler avec la SAC et dire non, c'est pas 2 points, j'étais dans le réseau exclusif, mets-le à 1 point. Pour ce qui est du rapport, le constat à l'amiable, le seul moment où vous devez vraiment appeler la police, c'est s'il y a des blessures. Il y a une obligation d'appeler. Prenez pas le risque. S'il y a des blessures, appelez la police. Par contre, si l'autre partie est sur les lieux, que vous pouvez lui parler, puis vous pouvez compléter un constat à l'amiable, ça c'est l'idéal. J'ouvre une petite parenthèse. Si vous faites un accident, puis là, quand je dis accident, là, vous accrochez quelque chose, il n'y a quasiment pas de dommages, mais vous avez accroché quelque chose, votre obligation à vous, à titre de conducteur de véhicule lourd, c'est d'aviser sans délai le poste de police le plus proche, sauf si vous êtes capable de parler au propriétaire tout de suite, puis lui donner vos informations. Puis le fait de laisser votre carte dans le pare-brise ou un papier, c'est pas suffisant. En cas de doute, là, appelez la police si vous ne voyez pas le propriétaire sur les lieux. La conséquence de ne pas le faire, ce serait... C'est un délit de fuite, c'est 9 points d'inaptitude dans votre dossier. C'est un événement grave dans votre dossier professionnel. Donc, prenez pas de risque avec ça. Pour ce qui est des accidents avec blessures, Sarah, comment ça fonctionne? C'est quoi, y a-t-il des niveaux? Je te donne la réponse parce que c'est à l'écran, là, mais parle-nous de ça un peu. Bon. En fait, il y a plusieurs niveaux. Par contre, la pondération va toujours être la même. Alors que ce soit un événement avec blessure légère ou avec blessure grave, ça va apparaître avec 4 points à votre dossier dans la section. Peu importe l'endroit? Oui, peu importe l'endroit. C'est toujours 4 points pour les accidents avec blessés. Dans le fond, on considère qu'il y a des accidents un accident avec blessé lorsqu'il y a un transport par ambulance ou lorsque l'ambulance se présente sur les lieux de l'accident. Super. On a une question en ligne, Sarah. Luc nous demande, pour le remorquage, on parle du remorquage du véhicule lourd, de la voiture impliquée? Dans le fond, du moment qu'il y a un véhicule impliqué dans l'accident qui est remorqué, ça fait partie des conditions pour que le... Il y a eu un remorquage. Il y a eu un remorquage, peu importe. C'est ça. Dans le fond, il y a un véhicule qui ne part pas de son propre pouvoir. Que ce soit le véhicule lourd ou le véhicule, par exemple, de promenade avec qui on a eu une collision, si l'un des deux a un remorquage, c'est considéré. C'est quoi la différence entre... en fait, je vais vous l'expliquer. La différence entre des blessures légères et graves, là, c'est est-ce que l'ambulance est partie avec quelqu'un ou non à son bord? Mais retenez, là, comme espèce de règle du pouce, là, s'il y a une ambulance sur les lieux, même qu'il n'y a personne qui part dans l'ambulance, le policier, il faut qu'il coche que c'est avec blessé, parce qu'il y avait un doute qu'il allait avoir des blessés peut-être. Puis pour ce qui est d'un accident avec des blessures mortelles, je vous conte une histoire qui est vraie, là, qui m'est arrivée il y a quelques années. Un conducteur qui a vraiment légèrement accroché une auto à une lumière. Là, on parle même moins de 2000 $ de dommages, pas de remorquage. Mais la personne dans l'autre automobile, c'était une personne âgée qui a pris panique, tenait à vouloir appeler le policier. C'est correct. Le chauffeur a appelé le policier. C'était la bonne chose à faire. Peut-être qu'il y avait des blessures, mais bon. Donc, on était prudent. La règle, c'est toujours la prudence. Le policier est venu, a fait le rapport d'accident, mais constatant qu'il n'y avait pas de dommages. Et la personne en question, dans l'automobile, est décédée quelques jours plus tard, de cause naturelle. Mais croyez-le ou non, ça a apparu comme un accident mortel dans le dossier de l'entreprise, dans le dossier du conducteur. Fait qu'il faut suivre votre dossier. Puis je vous conte cette histoire-là, pas pour vous faire peur, mais pour vous sensibiliser au fait que si vous recevez de la correspondance de la SAC, votre permis de conduire, c'est un permis, c'est pas un droit de conduire, c'est un privilège la conduite. Et si la SAC vous écrit, négligez jamais ce qu'ils reçoivent parce que votre droit de conduite, votre privilège de conduite
est en lien avec ça. Là. Et s'il y a un accident mortel, ça va extrêmement vite. On a 15 jours pour réagir. Je vais vous en parler un peu plus tard. En fait, je vais vous en parler maintenant. Qu'est-ce qui peut provoquer, Sarah, le transfert d'un dossier d'un conducteur à la Commission des transports du Québec? La première situation, c'est lorsque les seuils que je vous parlais tout à l'heure à 12 points, 4 points, 9 points ou 14 points, c'est si on atteint 100% des seuils. Alors, si on a accumulé un certain nombre d'infractions ou si on a accumulé un certain nombre d'accidents et qu'on atteint 100% de nos points, notre dossier est automatiquement transféré à la Commission des transports. Ça, je dois vous dire, là, c'est rare. Ouais, Un chauffeur qui atteint un 100%, là... Il faut avoir des infractions quand même. Je veux dire, ça arrive quelques fois par année, là, mais honnêtement, c'est rare. Puis il doit en avoir plus, là, mais je veux dire, moi, je suis au courant de peut-être 1 ou 2 cas par année à travers toute la clientèle. Puis on représente, je ne sais pas exactement comment, puis je fais une grosse estimation, mais je dois représenter 4 ou 5 camions sur... un camion sur 4 ou un camion sur 5 à peu près sur la 20. Là. Fait que, c'est rare un chauffeur qui est convoqué pour une atteinte de seuil. Ce qui est plus courant, c'est triste à dire, c'est l'accident mortel. Mm-hmm. Dans la dernière année, on en a géré 17, ça? Oui, on a 17, oui. 17 cas d'accident mortel. Votre travail, là, c'est difficile, votre travail. Puis honnêtement, moi, j'ai beaucoup de respect pour vous autres parce que non seulement il faut que tu conduises un gros 53 pieds ou un dompeur ou peu importe le véhicule, mais il faut que tu sois bon pour le garder sur la route. Puis en plus, il faut que tu sois bon pour respecter tous les autres règlements. Puis des fois, ben, la meilleure des compagnies du monde, le meilleur des chauffeurs du monde peut être impliqué dans un accident qui n'est pas responsable. Mais ça déclenche un processus. C'est triste, puis bon, mais ça se gère. Ce qu'il faut vraiment faire attention, là, c'est les infractions, donc de l'accident mortel, pas de l'infraction de l'accident mortel, mais le cas d'accident mortel, mais surtout l'alcool au volant. Puis vous n'avez pas idée comment, c'est triste à dire ce que je dois dire, là, mais ça arrive, on en a. On a eu plus de cas d'accident mortel dans la dernière année que des cas d'alcool au volant, mais honnêtement, l'alcool au volant, là, il y en a plus qu'on pense chez les camionneurs. La règle de base, là, c'est qu'il ne doit jamais y avoir une goutte d'alcool dans la cabine du camion. Je sais que ça fait pas plaisir à bien du monde, puis je comprends votre réalité de dire « Ouais, mais je dors là, c'est comme ma maison, j'ai mon petit frigo, je vais être 48 heures off. » Moi, si j'étais camionneur, je vous le jure, j'aurais pas une mot à dire de goutte d'alcool qui rentrerait dans la cabine, juste pour être sûr. Le fait de refuser de souffler, c'est comme si vous souffliez puis vous pétiez. Donc, c'est le même niveau. Sinon, ben, comme je disais tantôt, s'il y a un autre type d'événement critique, puis qu'on a un seuil à 75%, ou qu'on a 2 événements critiques dans la même année, ben, votre dossier est transféré à la Commission des transports. Si on a ces éléments-là, Sarah, c'est quoi la prochaine étape? Comment les gens sont avisés OK, non, ça, on va en parler un petit peu plus loin. Hein, je m'excuse. OK. Je vous parle... Excusez-moi, je vais trop vite. Je vous parle de 4 infractions qu'il faut vraiment être très attentif à. C'est des infractions qui... ce que moi j'appelle, là, c'est des accidents qu'on a évités de justesse. L'infraction de conduite dangereuse, de virage dangereux, un changement de voie non sécuritaire, pas céder le passage. C'est pas très scientifique ce que je vous dis, mais ces infractions-là, quand ça apparaît dans votre dossier, faites attention parce que c'est souvent dans ces cas comme ça qu'on a évité un accident. Les compagnies d'assurance sont très sensibles à voir ça dans votre dossier. Pourquoi je vous parle de ça, c'est quand on regarde, je sais pas, on en gère combien d'accidents par année, on va dire des petits accidents, Sarah? On doit en gérer, on fait un chiffron, peut-être 500, je sais pas. Là, j'allais dire 500 environ. On en gère beaucoup des accidents, puis c'est pas très scientifique ce que je vais vous dire, puis c'est peut-être pas vrai, là, mais moi j'ai l'impression que la vaste majorité des accidents qu'on gère, c'est des changements de voie, des entrées puis des sorties d'autoroute, des distances de freinage non respectées. Puis là, comprenez-moi bien, je le sais que les automobilistes s'insèrent dans vos angles morts, puis il y a une grosse partie de responsabilité qui est sur les épaules des automobilistes, c'est eux qui sont plus petits, c'est eux qui vous tournent autour. Il faut que les automobilistes... En fait, c'est le partage de la route. Hein. Donc, tout le monde se respecte, mais les angles morts d'un camion, ça s'appelle mort, pas pour rien. Là. C'est très, très dangereux. Fait que, en faisant de la conduite préventive, en prévoyant,
en faisant de la prévention pour les autres. C'est vous les professionnels, c'est nous les amateurs sur la route dans nos petites autos. C'est comme ça qu'on évite les accidents. Bon. Qu'est-ce qu'il y a comme infraction au Québec? Ben, je vous ai parlé tantôt des infractions de la Sûreté du Québec. On a le contrôle routier. Ça, c'est les infractions, comme je vous disais tantôt, qui peuvent rentrer par la poste ou qui vont vous donner sur le bord du chemin. Ensuite, on a les infractions des polices municipales. Ça arrive des fois, comme exemple, à Saint-Georges-de-Beauce, de mémoire, c'est la SQ qui est là. La municipalité a embauché la police provinciale pour venir. La différence, c'est que la Sûreté du Québec provinciale, on va dire, puis la contrôle routier, ça va en cours du Québec. Puis la police municipale, même si c'est une police municipale de la SQ, ça va en cour municipale. Pas une grosse différence, c'est juste que c'est des procureurs de la couronne différents, c'est des délais de cour différents. Des fois, les cours municipales, ça va très, très, très vite ou très, très, très lent. C'est moins standardisé que la Cour du Québec. Pour ceux qui vont en Ontario, puis on va dire de manière plus générale en dehors du Québec, au Québec, vous allez toujours voir le montant de l'amende sur le constat d'infraction. Okay? Si vous êtes en dehors du Québec, puis vous recevez un constat d'infraction, puis qu'il n'y a pas le montant de l'amende, c'est pas une bonne nouvelle. Comme par exemple en Ontario, les parties 1, ça c'est les infractions en vertu de la partie 1 de la loi. C'est une infraction, on va dire, normale, avec le montant de l'amende. Les infractions en vertu de la partie 3, je pense, exemple, à perdre une roue, on appelle ça un summons. Puis ça, c'est le juge qui détermine le montant de l'amende. Si vous avez une infraction en Ontario et qu'il n'y a pas de montant d'amende, gérez-le parce que, exemple, une perte de roue en Ontario, ça peut aller jusqu'à 50 000 $ d'amende. Je vous avoue, je n'ai jamais vu ça de ma vie, mais c'est parce que on a toujours géré. Là. Fait que, on peut parler avec les contrôles, avec le procureur de la couronne, tout ça, mais ça pour vous dire, si vous avez un constat d'infraction et qu'il n'y a pas de montant d'amende, c'est pas une bonne nouvelle. Pour ce qui est des délais judiciaires, au Québec, retenez que vous avez 30 jours pour comparaître. Ça veut dire coupable, non coupable. Si vous ne faites rien après 30 jours, plus ou moins, vous allez être reconnu coupable par défaut. Ça veut dire que ça va être payable, ça va être dans votre dossier comme si vous aviez été reconnu coupable par un juge. Est-ce que c'est 30 jours pile à la seconde près? Non, il y a toujours un petit délai, mais réalistement, soyez prudents, 30 jours, on essaie de jamais dépasser ça. Les cours municipales sont pas mal plus rapides à faire des jugements par défaut que la Cour du Québec, mais quand même 30 jours. Puis ça dépend des provinces. En Ontario, c'est 15 jours. On parle de 15 jours qui est relativement flexible aussi, dépendamment des districts, là, mais on essaie de respecter un délai de 15 jours. C'est beaucoup plus rapide hors Québec que dans la province de Québec. Surtout, certaines provinces, je pense en Colombie-Britannique, demandent des documents originaux. Ouais. Alors là, il faut penser au délai de poste, là, d'envoyer notre lettre de notre plaidoyer de non-culpabilité ou notre plaidoyer de culpabilité par la poste dans les délais. Ça va très vite en Colombie-Britannique. Puis peut-être une petite nuance pour les infractions qui ont lieu à l'extérieur du Québec. Tantôt, on parlait qu'au Québec, les infractions apparaissent à votre dossier professionnel au jour de l'infraction. En Ontario, par exemple, l'événement va apparaître à votre dossier du Québec au moment de la déclaration de culpabilité. La raison de tout ça? Il y a un intérêt à gérer vos infractions. Parce que l'Ontario les envoie juste quand vous êtes coupable. Quand vous avez, on a une question en ligne, bien d'infraction aux États-Unis. Alors, tout ce qui est du côté américain, ça va aller dans le dossier SAFER. Je vous avoue, je ne sais pas comment ça fonctionne. J'ai pas eu beaucoup à gérer ça pour les conducteurs. Mais je vous confirme que les infractions américaines n'apparaissent pas dans votre dossier professionnel. Par contre, il y a des ententes entre certains États américains et la province du Québec pour qu'une infraction, exemple de vitesse, les points d'inaptitude, pas les points professionnels, les points d'inaptitude soient transférés entre les États. Mais pour ce qui est des points professionnels, la frontière est étanche. Là, vous avez comme des chiffres, un paquet de chiffres à l'écran. Quand vous avez un constat d'infraction de la SQ ou du contrôle routier, ça commence toujours par les chiffres 100, 400. Puis après ça, si le chiffre suivant, c'est 1, ça veut dire que vous avez eu ça par la poste. Si ça commence par 2, c'est la Sûreté du Québec sur le bord de la route. 3, contrôle routier. Puis
c'est 100, 400, 6, c'est un photoradar. Puis si c'est pas ça, puis que c'est un constat qui va devenir un 100, 401, ben, ça veut dire que pendant ce temps-là, c'est un rapport d'infraction générale, un RIG, ça va commencer par la lettre S dans votre dossier. Puis là, avec les chiffres, vous voyez de où ça vient. Bon. Qui peut être accusé d'une infraction pour que ça apparaisse dans votre dossier? Dites-vous là que l'entreprise, l'exploitant ou le propriétaire du véhicule peut pas mal tout le temps être accusé de l'infraction au même titre que le conducteur. Puis avant de vous parler vraiment du camion, je vais vous conter une histoire complètement rocambolesque qui ne me fait pas beaucoup de sens, mais qui est vraie. Il y a un gars à Montréal qui a vendu son auto, je pense de mémoire c'est une BMW. Puis là, l'acheteur vient chez lui, font la transaction, donne l'argent, prend les clés, puis dit bon, mais je m'en vais au bureau de la SAC pour changer les plaques. Fait que là, le vendeur, il dit parfait, garde, bonne journée, merci. L'acheteur, en route vers le bureau de la SAC, a fait un délit de fuite. Ils ne sont pas capables de prouver hors de tout doute raisonnable que l'acheteur était au volant de l'auto. Mais ils sont capables, par contre, de prouver hors de tout doute raisonnable que c'était bel et bien cette auto-là qui était là à ce moment-là. Mais croyez-le ou non, le propriétaire du véhicule, c'était encore le vendeur, parce que les plaques n'avaient pas été changées. Puis c'est le vendeur qui a été accusé puis reconnu coupable de délit de fuite. C'est fou, hein? C'est comme ça que ça fonctionne, le système. L'idée, là, c'est que c'est une responsabilité qui est partagée. On se donne deux exemples. Sarah, parle-nous donc de qu'est-ce qui arrive quand il y a une interception avec une infraction pour les fiches journalières. Pour ce qui est des fiches journalières, c'est une infraction généralement que le contrôleur va en émettre une au nom du conducteur et au nom de l'exploitant. Qu'est-ce qui va apparaître au constat d'infraction pour le conducteur? C'est par exemple ne pas avoir tenu sa fiche journalière à jour. Fait que c'est pas avoir inscrit par exemple les bonnes informations, les bonnes informations, la municipalité, l'endroit où se situait, la durée, etc. L'exploitant a une obligation parallèle, c'est de s'assurer que son conducteur remplisse comme il faut sa fiche journalière. Alors, si contrôle routier se rend compte que le conducteur n'a pas tenu sa fiche journalière à jour, l'exploitant va recevoir également un constat d'infraction pour ne pas s'être assuré que son conducteur avait tenu à jour sa fiche journalière. Alors, il y a plusieurs infractions qui peuvent être émises pour une seule et même interception. Puis, c'est fou, puis j'ai tellement de respect pour vous autres, là, parce que s'il fallait qu'on ait des contrôleurs routiers qui surveillent les avocats puis leurs feuilles de temps, au même titre que vous vous faites surveiller dans vos fiches journalières, il y a bien des avocats qui auraient de la misère. Nous, on vend du temps aux 6 minutes, puis quand on fait nos factures, on décrit au client ce qu'on a fait aux 6 minutes près. Bien, vous, c'est un peu la même chose, c'est aux 15 minutes, vos changements d'activité. Puis, une infraction pour un conducteur, je fais un chiffron, c'est 500 $. Puis, au même moment, ils peuvent donner une infraction de 1 000 $ à la compagnie. Fait que c'est un genre de 1 500, 1 600 $ qui viennent partir d'un coup. Ça rentre dans votre dossier, ça rentre dans le dossier de la compagnie, puis en plus, si le contrôleur n'est pas capable de faire votre historique, il va vous mettre hors service jusqu'à un potentiel de 72 heures. Fait que ça peut aller vite. Une autre infraction, les fiches journalières, on en voit, honnêtement. On en voit moins maintenant que les fiches électroniques sont plus courantes. Moi, je suis un très, très grand promoteur des fiches journalières. Je trouve que c'est une très, très bonne idée, les fiches électroniques. Ça simplifie le travail des conducteurs, ça simplifie la relation avec les expéditeurs, puis les répartiteurs. Puis on dirait que tout le monde maintenant est obligé de respecter ça, puis c'est clair, puis c'est évident. Puis bon, c'est un gros changement pour vous, mais je trouve que c'est un bon changement. Puis ça évite les petites infractions qui, honnêtement, sont un peu bêtes et méchantes, mais qui coûtent une fortune aux conducteurs puis aux employeurs. Ce qu'on voit aussi, puis un autre bon exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas payé son permis de conduire à sa fête. C'est un peu ironique, hein, au Québec, au lieu de vous envoyer un cadeau de fête à votre anniversaire, on vous fait payer votre permis de conduire. C'est pas pour rien que les compagnies de transport vérifient votre permis de conduire là ou vers là la date de votre fête. C'est que la vaste majorité du temps, quand un conducteur de véhicule lourd a son permis sanctionné, c'est qu'il a oublié de le payer à son anniversaire. Puis ça, conduire avec un véhicule sans un permis, c'est un genre de 300 à 500 $ d'amende d'habitude qu'on voit. Puis pour l'exploitant, c'est un genre de 300 à 500 aussi, parce qu'il vous aurait permis de conduire ça. C'est pour ça que les employeurs vérifient 2-3 fois par année
la validité de votre permis de conduire. Parce que si ils ne le font pas, puis que vous êtes un conducteur est intercepté sans son permis de conduire valide, le véhicule va être saisi 30 jours. Puis pour réussir à le sortir de la fourrière, il faut que j'aille en cour du Québec, puis que je plaide, puis que je convainque un juge que l'entreprise a été diligente. Puis comment qu'on fait ça? Ben, c'est en leur prouvant que l'entreprise a vérifié 2-3 fois par année la validité du permis de conduire du conducteur ou de la conductrice en question. Fait que retenez que c'est une responsabilité partagée. C'est le conducteur qui touche au volant de l'entreprise, donc c'est les deux ensemble qui peuvent avoir une sanction. Bon, maintenant on va parler, là je vous ai parlé de votre dossier. Maintenant, on va vous parler un petit peu plus de la Commission des transports du Québec. C'est quoi la Commission des transports? C'est un tribunal administratif. C'est un vrai tribunal. Physiquement, ils sont sur Crémazie à Montréal, puis ils sont sur Chemin Sainte-Foy à Québec. Si vous ne savez pas c'est où, bonne nouvelle, vous n'avez pas eu de besoin. Félicitations. C'est des gens qui sont pas là pour ils sont là pour faire leur travail, puis je suis sincère quand je vous dis qu'ils font bien leur travail. Il y a des bons commissaires. Et ils sont là pour faire quoi? Pour s'assurer de la sécurité des usagers de la route puis l'intégrité du réseau public. Puis quand ils le font, ben il y a comme un procureur de la couronne, c'est un procureur de la commission des transports, puis ça ressemble un peu comme dans un film à une salle de cour avec le juge en avant qui est un commissaire, puis le procureur de la couronne qui est le procureur de la commission qui est d'un côté, puis de l'autre côté de la table il y a vous, puis si vous êtes accompagné d'un avocat ou de vos témoins, ils sont avec vous, puis c'est comme dans un film un peu. C'est quoi leur pouvoir? C'est des pouvoirs qui sont extrêmement larges. Okay? Vous avez l'article 31 de la loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds à l'écran. L'article 31 mentionne que la Commission peut imposer à un conducteur de véhicules lourds toute condition qu'elle juge de nature à corriger un comportement déficient et prendre toute autre mesure qu'elle juge appropriée et raisonnable. Je ne sais pas si vous savez comment c'est large, parce que pour dire que la Commission n'avait pas raison, il faut dire que ce n'était pas approprié et raisonnable. Donc, c'était déraisonnable. C'est pas facile de convaincre la Cour d'appel de la Commission des transports, qui est le tribunal administratif du Québec, que ce que la Commission a fait, que la Commission, qui est le tribunal spécialisé, a été déraisonnable dans sa décision. C'est pas impossible, ça se fait, mais c'est pas facile. La Commission peut interdire à un conducteur qui ne veut pas se corriger, ou que si la Commission pense que la personne, peu importe ce qu'on va faire, elle ne se corrigera pas, elle peut ordonner à la Société de l'assurance automobile d'interdire à cette personne la conduite d'un véhicule lourd. C'est quoi la nuance, Sarah? Est-ce que la personne garde son permis ou comment ça fonctionne? Oui, en fait, le permis, là, on ne perdra pas ses classes, puis on n'aura pas besoin d'aller passer un autre examen à la SAC pour récupérer suite à une ordonnance de la Commission des transports. Ce qui arrive, c'est qu'on n'aura pas le droit d'utiliser notre permis de conduire pour conduire un véhicule lourd. On pourra toujours conduire un véhicule de promenade, mais la Commission veut s'assurer que le conducteur vis-à-vis lequel elle veut sévir ne conduira pas de véhicule lourd. Alors, le permis est en vigueur, toutefois, on n'a pas le droit de l'utiliser pour des véhicules lourds. Puis, c'est pas exact ce que je vais dire, là, mais c'est comme si vous aviez une mise hors service jusqu'à la fin des temps. Oui, exact. Puis, la seule personne qui peut lever cette mise hors service-là, c'est la Commission des transports. Tantôt, je disais, là, toute autre mesure jugée appropriée là, et raisonnable. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple qui est excessif, qui n'est pas courant, puis à ma connaissance, ça a juste été fait une fois, mais quand je veux expliquer à quelqu'un c'est quoi la portée de leur pouvoir, c'est souvent cette décision-là que je pense. Il y a un monsieur qui travaillait pour une compagnie de transport qui n'était pas très bien structurée, puis quand il travaillait pour cette compagnie-là, il y avait des problèmes sur la route. Il y avait des constats d'infraction, il y avait des accidents, et ainsi de suite. Il travaillait pour un autre, ça allait bien. Là, tout d'un coup, son dossier de conduite allait bien. Il retournait pour une mauvaise compagnie de transport, il se remettait à mal aller. Puis là, il est convoqué à la Commission des transports, puis au moment de la convocation, il travaille pour une bonne entreprise. Mais croyez-le ou non, la Commission des transports, dans sa décision, a ordonné que le monsieur fasse approuver tout changement d'emploi s'il devait quitter son employeur actuel, pour s'assurer qu'il aille travailler chez un bon transporteur qui allait l'encadrer.
c'est pas pour rien, là. Ça veut dire que toute personne qui voulait embaucher ce conducteur-là devait aller se présenter à la commission des transports. C'est extrêmement sévère, mais c'est dans les... La commission a jugé que c'était approprié et raisonnable. Je n'étais pas l'avocat au dossier, puis je ne sais pas ce qui se serait arrivé si j'étais là. Peut-être j'aurais gagné, peut-être j'aurais perdu, je ne sais pas, mais c'est facile de dire après coup, mais c'est un bon exemple de pouvoir excessivement large de la commission des transports. Tantôt, on vous a parlé, Sarah vous a parlé des atteintes de seuil, puis que la SAC peut transférer votre dossier à la commission des transports. Retenez que la commission des transports peut en tout temps convoquer quelqu'un pour des motifs d'urgence. Puis elle peut le faire par elle-même ou elle peut le faire à la demande de la SAC. Donc, comme je disais, l'urgence ou en atteinte de seuil de la politique bleue. Ce qu'il faut retenir, là, c'est la lettre du 15 jours. Okay? On appelle ça dans notre jargon, là, quand un client nous parle, on dit toujours, entre nous autres, on se dit, as-tu reçu la lettre de 15 jours? C'est quoi cette fameuse lettre-là, Sarah? La lettre de 15 jours, c'est la SAC, en vertu de la politique bleue, a l'obligation de vous envoyer une lettre vous informant que votre dossier va être incessamment transféré à la commission des transports pour une évaluation de comportement. Et quand il dit va être transféré, c'est votre dossier va être transféré dans les 15 jours. Dans le fond, la SAC nous donne un délai de 15 jours pour réviser notre dossier, s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, pour lui envoyer les demandes de correction et peut-être annuler la transmission de dossier à la commission des transports. Le genre de demande de correction qu'on pourrait faire, c'est si vous avez des accidents qui sont non responsables qui apparaissent à votre dossier, on écrit à la SAC et on dit « Je n'étais pas responsable dans cet accident-là, enlevez-moi les points qui sont associés à ça » et peut-être ça fera en sorte qu'on n'est plus en atteinte de seuil. Ou, exemple, vous avez été acquitté d'une infraction et votre dossier n'est pas à jour. Exact. On peut faire du ménage. Dans le fond, on a 15 jours pour mettre à jour notre dossier, s'assurer que les infractions et les accidents qui sont là doivent effectivement être là avec la bonne pondération. Et à défaut, la SAC, après le délai de 15 jours, va l'envoyer à la commission des transports pour qu'eux ouvrent leur dossier. Puis là, il y a plein d'affaires qui circulent sur Internet, les médias sociaux. Vous n'avez jamais besoin d'un avocat ou d'un consultant pour faire ça. C'est votre dossier, c'est votre responsabilité. Si vous voulez avoir de l'aide, il y a des consultants qui vont le faire. Il y en a des bons, il y en a des extrêmement mauvais. C'est la même chose pour les avocats. Il y en a des bons, il y en a des pas bons. J'ai plusieurs avocats au Québec, dans d'autres cabinets avec qui je m'entends très bien, qui font du très bon travail. Il y en a d'autres que j'embaucherai pas pour me représenter personnellement. Vous devez prendre le temps de magasiner. C'est pas parce que c'est 15 jours, il faut que ça aille vite, qu'il faut prendre le premier du bord. Prenez le temps de réfléchir. Puis c'est pas une journée de plus ou moins qui va faire une différence là, rendu là. Prenez le temps de trouver quelqu'un avec qui vous êtes confortable. Puis souvent, une bonne façon de faire, c'est de parler avec le directeur de la conformité chez votre employeur, qui déjà est peut-être au courant, a peut-être déjà un procureur qui l'aide ou quelqu'un, ou lui peut-être même en mesure de vous aider, mais allez chercher de l'aide. Parce qu'à partir de cette lettre-là, c'est pas facile. Il faut réagir. Le processus, Sarah, d'une convocation d'un conducteur de véhicule lourd, ça se déroule comment? Les grandes étapes, c'est quoi? Il y a 3 grandes étapes. La première, c'est du moment que votre dossier est ouvert à la Commission des transports, il y a un inspecteur de la Commission des transports qui va prendre contact avec vous pour faire ce qu'on appelle un rapport de suivi de votre dossier. Ça, c'est par téléphone, en personne? C'est principalement par téléphone pour les dossiers de conducteurs. Vous allez recevoir généralement par la poste les informations de l'inspecteur. Il vous envoie les questions à l'avance. Puis là, il vous pose des questions. Puis ça dure quoi, à peu près 1 heure, Sarah, l'appel? 2 heures, on va dire, un chauffeur. Là. C'est un conducteur. Environ. Si c'est un accident mortel, c'est plus long. Si vous avez beaucoup d'infractions à votre dossier, ça peut être plus long aussi. Ça dépend des circonstances qui ont fait en sorte que votre dossier a été transféré. Et dans le cadre de l'inspection, l'inspecteur va vous poser des questions sur vos antécédents d'emploi, votre expérience, est-ce que vous avez des explications aux événements qui se trouvent. C'est le genre de fait que l'inspecteur veut avoir. Cet inspecteur-là n'a pas de pouvoir de vous donner des constats d'infraction. C'est vraiment juste... Il peut, en fait. Théoriquement. Moi, j'ai jamais vu ça. Toi, tu n'as jamais vu ça. Il pourra en donner un, mais il faudrait là que... Entrave. Il y a une entrave terrible. Terrible, que vous ne voulez jamais répondre à ces questions. Honnêtement, là, il n'y a pas besoin de mandat pour vous parler. Collaborez avec lui, puis tout va bien aller. Ils sont pas méchants. Ils sont là pour comprendre ce qui s'est passé. Puis peut-être vous donner des outils pour vous améliorer. Mais si vous
collaborer, puis vous parler, puis c'est important de jamais mentir, il n'y a pas de mauvaise réponse, on est franc, on s'explique, on s'améliore. Puis chaque cas est différent, là, fait que prenez pas ça pour une réponse absolue ce que je viens de vous dire, mais il faut collaborer avec l'inspecteur. Puis lui va faire son rapport, puis après ça, on va aller en audience publique. Puis ça, c'est un vrai procès devant un vrai juge à la commission des transports. Ça dure approximativement entre 1 heure et 2 heures. Les plus longues que j'ai faites, c'était peut-être 3 heures. Les plus rapides que j'ai faites, c'était peut-être une demi-heure. Des fois, ça va vraiment, vraiment vite. Des fois, c'est plus long. Chaque dossier est différent. Ce qui est important, c'est toujours bien vous préparer. Puis et vous présenter. Et de vous présenter. Et de vous présenter. Parce que si vous ne vous présentez pas, c'est sûr que vous allez perdre. Puis, comme je vous disais tantôt, vous n'avez jamais besoin d'un avocat. Dans le sens que si vous n'en voulez pas, vous n'avez pas besoin d'en prendre. C'est pas vrai que vous êtes obligé d'avoir un avocat. Les compagnies sont obligées d'avoir un avocat parce qu'une personne morale peut juste agir par ses administrateurs ou un avocat, mais un individu peut se représenter seul. Un avocat, ça fait la différence à quel moment au niveau de la préparation, puis comment le déroulement de l'audience. Mais vous avez le choix de votre procureur, vous avez le choix d'y aller avec ou sans avocat. Maintenant, si vous demandez à une coiffeuse si vous avez les cheveux trop longs, c'est sûr qu'elle va toujours vous dire que oui. Moi, je pense que c'est une bonne idée d'avoir un avocat, fait que prenez le temps d'en trouver un qui vous convient. Puis tantôt, Pierre-Olivier parlait des lettres de la SAC que vous recevez qui sont importantes à considérer. Si vous recevez une lettre de la Commission des transports, c'est quasiment encore plus important de bien les lire puis d'y répondre puis pas juste les mettre au recyclage par la suite. Si vous êtes convoqué en audience à la Commission des transports, allez-y parce que sinon, vous allez quasiment automatiquement perdre votre droit de conduire un véhicule lourd. C'est un privilège, hein? Puis si vous ne daignez pas vous présenter, je peux vous dire qu'ils vont dire que eux, ce qu'ils vont dire, c'est pas assez important pour lui, alors on lui enlève. Il y a une décision finale, qui est une décision publique, qu'on peut chercher. Si vous allez sur le site de la Commission des transports du Québec, vous pouvez voir s'il y en a une vous concernant, vous devriez le savoir, mais vous pouvez aller voir. Vous pouvez aller faire du placotage, puis voir qu'est-ce qui se passe dans l'industrie. Moi, je peux vous dire que, on lit la vaste majorité des décisions de la Commission des transports pour savoir qu'est-ce qui se passe, puis comprendre les tendances et tout ça. Donc, c'est une décision qui est publique puis qui reste un peu pour jusqu'à la fin de l'éternité, là, à moins de changements, sur Internet. Dans le cadre du fait qu'on lit les décisions de la Commission des transports, il y a des grands principes qui se dégagent, qui s'appliquent, on va dire, de manière horizontale puis verticale. Là. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Okay? Des grands principes que, peu importe le commissaire, normalement, la commission dit ça. Okay? La première chose, c'est que un conducteur professionnel, c'est quelqu'un qui est très autonome. On lui confie beaucoup de responsabilités. C'est un peu comme, et là Sarah va rire de moi parce que je vais citer le film d'Aladin de Disneyland. Le génie, il dit là, des immenses pouvoirs dans un tout petit habitacle. Dans un tout petit habitacle. Ou quelque chose comme ça. Mais vous avez d'immenses responsabilités dans votre habitacle, dans l'habitacle du camion. Vous êtes seul, vous êtes les yeux sur la route, vous êtes le capitaine à bord du bateau. Vous êtes la première ligne de défense de l'entreprise dans le véhicule. En équivalent, ça fait que vous avez beaucoup de responsabilités. Puis, la commission s'attend à ce que vous soyez des conducteurs professionnels et que vous soyez très autonomes et prudents dans votre travail. Il n'y a pas un commissaire qui va dire « Ah, c'est pas important un conducteur de véhicule lourd, il ne fait pas un travail important. » Au contraire, c'est très, très, très respectueux. On reconnaît, puis je pense que tout le monde qui a un peu de sens commun reconnaît que votre travail est essentiel à la société et à la vie économique. Puis il n'y a personne qui est là pour fermer les conducteurs et leur empêcher de gagner leur vie. C'est plus une démarche de dire comment que la personne peut le faire de manière sécuritaire. L'autre grand principe, c'est un peu en lien avec ça, c'est la culture de sécurité. Quelqu'un qui se présente à la Commission des transports et qui minimise ses infractions et ne prend pas ses responsabilités par rapport à un accident responsable, par exemple, la Commission n'aura pas beaucoup de patience envers cette personne-là parce que la personne ne démontre pas ce qu'on appelle la culture de sécurité.
si vous allez à la commission des transports, puis vous dites, oui, effectivement, telle date, ouais, je l'ai échappé, c'était glacé, j'aurais dû ralentir, j'ai pris le clos, oui, je suis responsable, mais écoutez, ça m'a fait réaliser que j'ai fait un cours en conduite préventive après ça, j'aime mon travail, je veux le faire de manière sécuritaire, j'ai été chercher de l'aide pour m'améliorer, pour plus jamais que ça se reproduise, mais il n'y a pas personne qui va pouvoir vous reprocher quelque chose. L'audience à la commission des transports, c'est pas de savoir ce qui s'est passé dans le passé, puis pour la raison pourquoi vous êtes là. Le vrai but de l'audience, c'est de savoir comment on s'assure que vous retourniez sur la route de manière sécuritaire et que vous n'alliez plus jamais à la commission des transports. Puis ça se démontre avec la culture de sécurité. Quand vous êtes convoqué, Sarah, est-ce qu'on regarde juste les accidents et les accidents? Comment ça fonctionne? En fait, la commission des transports a la compétence de regarder votre dossier en entier. Ça veut dire que si votre dossier est malheureusement transférant en raison d'un accident mortel, la commission va prendre connaissance de l'accident mortel, mais va aussi regarder le restant de votre dossier, par exemple, sur les infractions que vous avez à votre dossier. Alors, peu importe la raison pour laquelle votre dossier est transféré, la commission va regarder tout. Une évaluation qui est complète. Je vous ai parlé de l'alcool. Benoît a posé tantôt la question du pot. Je vous le jure, c'est tolérance zéro. Okay? Vu que la conduite d'un véhicule lourd, c'est un privilège, okay? La commission des transports s'attend à ce que vous vous comportiez de manière impeccable au niveau de l'alcool. Okay? Vous avez à l'écran deux exemples, deux extraits de décisions. Une un peu plus âgée, puis une très récente. Sarah, c'est quoi? C'est mars? Non, le 27 août 2018. Ah bon, la dernière décision, c'est le 27 août 2018. Donc, pour nous autres, là, c'est hier. Là, puis, essentiellement, là, ce que la commission des transports dit, c'est qu'une personne qui a besoin d'alcool pour se détendre, ou une personne qui consomme de l'alcool de près ou de loin, conduit après ça son véhicule, là, la commission dit que c'est incompatible avec les fonctions d'un conducteur de véhicule lourd. On se pose même pas la question, y a-t-il un problème ou pas, ou la commission va... C'est pas une décision médicale. La jurisprudence de la commission, c'est que c'est quelqu'un qui se consomme pour se détendre, pour le stress ou... un stress causé dans l'exercice de ses fonctions. Oui. Dans le fond, puis ça, c'est le cas, puis je vous raconte l'histoire. C'est pas ce cas-là, mais c'est un cas similaire. Il y a quelques années à Montréal, il y a un conducteur d'autobus scolaire qui a eu un problème mécanique sur une voie très, très, très passante. Et le répartiteur lui dit « Range-toi sur l'accotement, assure-toi que les enfants restent à bord du véhicule, et on t'envoie un véhicule de relève avec un chauffeur de relève. Puis toi, tu géreras la remorqueuse qu'on vient de téléphoner, pardon. C'est que le conducteur d'autobus se stationne sur le côté, très, très stressé à cause des enfants à bord qui s'excitent. Puis dans le trafic à Montréal, vous voyez un peu le portrait. Ce qui est important de dire, c'est que l'autobus ne peut plus circuler par elle-même. À cause du problème mécanique. L'autobus de relève arrive, les enfants transbordent, et alors qu'il est seul et en attente de la remorqueuse, se débouche une bouteille de brandy ou de cognac, je ne me souviens plus, et là, prend un petit coup. L'histoire ne dit pas si c'est vrai ou pas qu'il a attendu que les enfants soient ou pas dans l'autobus, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a bu dans l'autobus. Okay? Il n'y a pas eu d'accusation criminelle. Ils n'ont jamais été capables de prouver qu'il était en état d'ébriété au volant du véhicule alors que le véhicule était en mesure de circuler. Hein? Parce que là, il était hors service mécaniquement sur le bord de la route. La commission de transport ne s'est pas trop posé de questions. Elle a dit, ça t'a stressé, puis tu as trouvé que la bonne idée, c'était de prendre une gorgée d'alcool. Ben, ils ont enlevé son permis de conduire. En fait, ils n'ont pas enlevé son permis. Ils lui ont interdit de conduire des véhicules lourds. Donc, puis, c'est toujours un peu, les entreprises là sont toujours très, très nerveuses, puis très agressives, puis ceux qui font du US, là, vous êtes sur le dépistage, puis c'est bien correct, mais c'est pour ça, puis dites-vous là, que c'est tolérance zéro pour vous, mais c'est la même affaire. Une flotte de 500 camions, s'il y a un événement d'alcool, là, vous n'avez pas idée comment on va se faire chicaner par la commission des transports.
C'est pour ça que c'est aussi sévère dans l'industrie. Depuis tantôt, je dis que la conduite, c'est un privilège. Si la Commission des transports vous impose des conditions, aller faire une formation, peu importe... installer une fiche journalière électronique. Installer une balance embarquée dans votre camion, peu importe. Là, ils se poseront jamais la question, ça coûte combien faire tout ça. Ils vont dire, regarde, tu as ta classe 1, je pense que tu as besoin d'aide pour l'utiliser de manière sécuritaire, je t'impose les conditions suivantes. Si tu ne veux plus utiliser ta classe 1, ta décision, abandonne-la. Mais si tu ne respectes pas ces conditions-là, moi, je t'interdis de l'utiliser. Okay? Fait que c'est pas une question économique, c'est une question de sécurité. Le plus important dans tout ça, j'arrive, il y a 1 heure, on est pile dans notre timing pour la période de questions. Le plus important, là, c'est de vous améliorer. C'est de faire de la formation, c'est d'être diligent, d'être proactif, de chercher à s'améliorer. On le dit souvent, vous êtes des conducteurs professionnels, je serais probablement pas capable de faire votre travail. Honnêtement, c'est pas facile votre travail. Puis, très reconnaissant du travail que vous faites. Soyez professionnels, soyez prudents, soyez proactifs. Puis je vous jure que vous n'aurez jamais besoin d'un avocat. Puis ça, on fait toujours la blague que nos meilleurs clients ne nous appellent jamais parce qu'ils n'ont pas de problème. C'est bien correct comme ça. En conclusion, je vous remercie beaucoup de votre travail. Vous faites un travail indispensable pour la société, puis on ne le dit pas assez aux camionneurs. On est vraiment fiers de travailler pour l'industrie du transport. Puis si vous n'étiez pas là, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de monde au Québec qui ne mangerait pas puis qui ne travaillerait pas. Soyez prudents tout le monde, puis peut-être qu'on se croisera dans une autre activité sociale dans le futur. Merci beaucoup à tous. J'ouvre la période de questions. Si vous voulez poser des questions dans la fenêtre de chat, c'est la meilleure manière. Ou simplement écrire votre nom, un petit mot, puis je vais débarrer votre micro. Alors Luc, le PowerPoint est disponible. Si vous allez à droitdutransport.ca, il va être disponible là. L'enregistrement de la formation va être mis en ligne. Sinon, vous avez, il y a 2 présentations qui sont déjà là, qui sont, on va dire, les plus populaires, l'équivalent de la formation d'aujourd'hui, mais pour les entreprises, puis le droit applicable au contrat de transport. Je pourrais rajouter effectivement le vidéo puis la présentation d'aujourd'hui sur le site web, droitdutransport.ca en un seul mot. Est-ce qu'on a d'autres questions en ligne? Oh, on a Dominique en ligne. Pour le pot, les traces dans le sang demeurent plus longtemps que l'alcool. Y a-t-il un pourcentage de MG acceptable? Consommation le week-end, mes traces le lundi. Alors, c'est une bonne question. C'est une question qu'on se fait poser très, très fréquemment. On a travaillé de manière importante avec VIA Prévention, qui est la mutuelle de prévention principale là, dans le camionnage et l'entreposage. L'idée, là, puis avant de répondre à ta question, Dominique, l'idée, c'est de dire tolérance zéro, c'est la meilleure façon de ne pas avoir de problème. Okay? Pour ce qui est de l'alcool, c'est un peu plus facile parce que les appareils de détection, si tu souffles, ils savent exactement t'en as combien dans le sang. Puis si tu en as dans le sang, c'est parce que tu es sous l'influence. Tantôt, je disais que l'important, c'est pas de savoir si tu as consommé. Moi, honnêtement, ce que tu fais la fin de semaine chez vous, tes affaires. J'ai pas de problème avec ça. Ma seule et unique préoccupation, c'est est-ce que le conducteur est en sécurité quand il embarque dans le camion de l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est important de protéger la sécurité de nos hommes. Que le conducteur, puis là, je m'excuse, je te parle à toi, mais de manière plus générale, qu'un conducteur ou une conductrice ait des traces de cannabis dans le sang, ça ne veut pas dire qu'au moment qu'il est sur les lieux du travail, il est sous l'influence de la substance en question. Ce que les policiers vont avoir comme outil de détection, c'est détecter les traces de cannabis dans la salive. Et de ce que je comprends, et je ne suis pas médecin, là, dans le fond, c'est un acte médical de dire qu'il y a des traces dans le sang. Là, mais ce que je comprends, c'est que, puis d'un, la loi dit que tu dois avoir aucune trace dans la salive.
essentiellement. Quelques présences dans l'organisme. Dans l'organisme. Toutefois, les appareils de détection vont avec la salive. Ouais. Fait que les policiers vont être capables de détecter si ça en est dans la salive. Maintenant, dans la salive, ça veut dire qu'il y a une consommation plus récente. Oui, exact. Bon, c'est un bon point de savoir. Parce que dans le sang, ça reste plus longtemps que dans la salive. La salive, ça reste pas longtemps. Fait que s'ils détectent que tu en as dans la salive, là, ça, c'est un problème. Maintenant, là, on est quoi? On est le 12 septembre. Ça va légaliser le 17 octobre. Je suis prêt à vous parier une somme importante d'argent que ça va mal aller. Pas qu'il va y avoir des problèmes terribles, mais c'est sûr qu'il va y avoir un procès, puis que la machine va être contestée, puis qu'il va y avoir une grosse période d'adaptation. Maintenant, comme je vous disais, moi, ça me dérange pas ce que les gens font durant la fin de semaine. C'est clair et certain que je veux pas qu'un de mes employés au bureau ici arrive sous l'influence du pot. Est-ce que je vais en fumer en dehors du travail? Sûrement. Ça va être bien drôle. C'est pas quelque chose qui m'intéresse honnêtement. Je vais-tu l'essayer? Oui. Je vous jure que je ne ferai pas un appel conférence où je n'irai pas plaider à la cour sous l'influence du pot. Ça fait pas de sens. Puis en fait, c'est un petit peu la même affaire avec l'alcool. La décision récente qui est sortie dans la commission des transports, c'est que le conducteur avait une consommation importante pendant un party la veille. C'est une consommation d'alcool qu'il avait eu. Il avait dormi, puis le lendemain, il restait encore des traces. Alors, nécessairement, il avait beaucoup bu au party la veille, mais c'est quand même le lendemain qu'il allait sur les routes. Fait que c'est toujours une question, est-ce que je suis toujours sur l'influence, peu importe la quantité qui a été consommée? En ce moment, la technologie nous permet pas de savoir le nombre de milligrammes au même sens que l'alcool pour le pot. Ça va venir nécessairement, là, mais comme Pierre-Olivier dit, c'est sûr qu'il va y avoir une grosse période d'adaptation sur toute la question de conduite avec facultés affaiblies et traces de cannabis dans le sang. C'est ça, puis ça va se rendre en Cour suprême, il va y avoir un débat judiciaire, mais oubliez jamais, le plus important, c'est la sécurité du conducteur. Puis des fois, il faut protéger les gens contre eux-mêmes, fait que tolérance zéro, comme ça on est sûr que toute personne... Puis c'est tolérance zéro, pas juste sur l'alcool et les drogues, c'est la fatigue, c'est les distractions au volant, parce que le plus important, c'est la sécurité de la personne derrière le volant. Merci Benoît pour le commentaire. Alors, il nous reste un peu de temps, je peux garder le micro encore ouvert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez nous rejoindre ou aller consulter, ça va être disponible à droitdutransport.ca. L'adresse est en ligne. Nos coordonnées sont là. Ça va nous faire plaisir, si vous avez des questions de suivi, de jaser avec vous. Étant donné qu'on est en collaboration avec nos bons amis chez Truck Stop Québec, j'imagine, Benoît, là, tu vas pouvoir mettre ça dans ton réseau, là, sur Facebook et ainsi de suite, là, pour en faire profiter à plus de gens possible. Et on finit avec une joke d'avocat. Pour une fois qu'on donne quelque chose, là, on est mieux de le partager. Fait que bonne journée à tous, puis soyez prudents sur la route. Merci beaucoup. Bye bye.